Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la série des vidéos sur la notion de validité en clinimétrie. Je suis Thomas Osinski. Nous allons aborder la notion de validité de critères concourants et des outils statistiques qui permettent d'évaluer cette qualité-là pour nos tests cliniques. Donc on se rappelle que qualité de critères, c'est le degré auquel les scores d'un instrument reflètent de manière adéquate un étalon OR ou un critère particulier. Donc quand on va tester un test, on va appeler le test indiciel, soit il peut avoir raison, il est d'accord avec le critère de jugement, soit il peut avoir tort. Quand il a tort, il a deux façons de se tromper. Soit il fait une erreur dite de premier ordre, de premier type, c'est qu'il fait des faux positifs, il conclut à tort que la personne est porteuse de la condition qui nous intéresse, ou évidemment une erreur dite de deuxième ordre, de deuxième type, un faux négatif, la personne serait considérée comme négative ne portant pas la condition d'intérêt au vu du test, alors qu'en réalité elle serait porteuse de la condition. Donc quand on fait l'analyse des qualités psychométriques ou clinimétriques d'un test, on peut faire un tableau de contingence 2 à 2, où on va enregistrer les performances du test en ligne, ce que dit le test, et ce que dit le gold standard en colonne. Donc on a la vérité indiquée par l'étalon OR, qui va nous dire si la personne est porteuse de la condition ou non porteuse de la condition, donc malade ou non malade, dans notre cas, on va simplifier les choses. Et puis on va regarder ce que dit le test. Quand le test sera positif, généralement on considère qu'un test positif voudrait dire que la personne porte la condition, on espère que le test soit positif chez personne malade, donc ça c'est une convention. Et on peut avoir un test du coup négatif quand le test considère que la personne n'est pas malade. Donc ça va nous donner des vrais positifs quand le test indique la personne comme malade et qu'elle l'est réellement, des vrais négatifs quand le test est négatif chez une personne qui est non malade. Et puis il y a toutes les erreurs, faux positif, faux négatif, quand le test considère à tort que la personne porte la maladie ou ne porte pas la maladie. Donc, on se rappelle l'erreur de premier ordre, un faux positif, comme dire à un homme sans utérus que vous êtes enceinte, ça semble être une erreur, ou à une personne qui est sur le point d'accoucher, de dire bah non, vous avez juste des problèmes de digestion. Donc, ça, c'est des situations qui peuvent arriver où on se trompe, le test se trompe, et du coup, il faut essayer de quantifier ce risque de se tromper pour le test. Donc, premier indice de quantification, c'est ce qu'on appelle la sensibilité du test. C'est sa capacité à détecter chez les personnes malades des personnes malades. Donc, ça se résume et ça s'écrit comme probabilité de T+, probabilité d'avoir un test positif, sachant que la personne est malade. Ça se calcule en faisant le ratio des vrais positifs sur l'ensemble des personnes malades, donc VP sur VP plus FN. Ça, c'est la sensibilité du test. Combien il va être capable de détecter dans un échantillon de malades les personnes malades. La spécificité, Pendant chez les personnes non malades. C'est-à-dire quelle est la proportion de personnes qui sont non malades qui ont eu un test négatif. Donc là, on veut voir sur les personnes qui sont saines, est-ce que le test va dire bah oui, non, la personne n'a pas de problème. Donc ça se calcule en vérifiant le nombre de vrais négatifs sur l'ensemble des personnes non malades, donc VN sur VN plus FP. On espère que la sensibilité et la spécificité soit la plus forte possible. Ça veut dire que sensible, c'est-à-dire qu'il ne loupe personne dans les personnes malades. Et spécificité, c'est qu'il ne qu'il ne considère aucune personne saine comme étant malade. Il y a d'autres tests qui peuvent être utilisés, d'autres scores. Le premier, c'est la valeur prédictive positive. Cette fois, on inverse les choses. On se demande, quand j'ai un test positif, quel est le risque que je sois malade? Ce qui est un peu plus logique en pratique clinique. En pratique clinique, on a plutôt tendance à dire bah, la personne, je ne sais pas dans quel état elle est. Donc c'est là on est dans la zone d'incertitude, comme on avait dit dans l'autre vidéo. Et on veut voir, quand je fais le test, ce test-là va-t-il me faire penser que la personne est malade? Donc on veut calculer cette probabilité-là d'avoir la maladie quand j'ai un test positif. Et donc cette fois, on fait un calcul sur la ligne, je prends les personnes qui ont un test positif et je regarde quelle est la proportion de personnes qui avaient réellement la maladie. Et donc je vais faire le ratio de VP, les vrais positifs, sur l'ensemble des personnes positives au test. Donc VP sur VP plus FP. Évidemment, on a son corollaire négatif. Chez les personnes qui ont un test négatif, je prends la ligne du dessous, combien ont réellement pas la maladie?
Donc combien, quand j'ai fait un test de dépistage d'une maladie, et bah, quand il m'a dit que le test m'a dit que j'étais négatif, combien ai-je réellement de chances de ne pas être porteur de la maladie? Souvent, ce sont ces indices qui sont utilisés. Le plus souvent, c'est sensibilité et spécificité. Et s'y ajoute ce qu'on appelle l'indice de Youden, qui fait la somme sens SP moins 1. Donc ça permet encore une fois d'aller de 0 à 1, comme la sensibilité et la spécificité sont des probabilités, elles vont de 0 à 1. Et quand on fait la somme des deux, et on retranche 1, et ça nous dit un score qui va de 0 à 1. Plus l'indice de Youden est élevé, tend vers 1, meilleures seraient les capacités du test à classifier correctement les personnes, malades ou non malades, en comparaison à l'état long. Ces outils sont intéressants, mais on va voir qu'ils ont une petite faiblesse. La sens, c'est la probabilité d'avoir un test positif sachant que je suis malade. La spécificité, c'est la probabilité d'avoir un test négatif sachant que je ne suis pas malade. Or, ces choses-là, en pratique clinique, ça n'a pas de sens. Parce qu'en pratique clinique, nous, on ne sait pas l'état de la maladie de la personne. Donc, on ne peut pas utiliser la sensibilité et la spécificité pour déterminer quel est l'état de la personne en réalité. Sensibilité et spécificité sont bien pour de la recherche et pour comparer les tests entre eux. Mais ça n'aide pas la pratique clinique quand on les prend de façon brute. Donc, on aurait potentiellement l'envie de prendre la valeur prédictive positive, qui ressemble plus à ce qui nous intéresse en général, en disant, bah ok, je viens de faire un test de dépistage, par exemple pour la Covid-19, et mon test ressort positif. Quelle était en réalité la probabilité que je sois réellement malade, réellement infecté par le virus? C'est généralement ça qui nous intéresse le plus. Ou inversement, la personne, le médecin me dit que je n'ai pas le cancer, qui était la probabilité que son test, je ne sois réellement pas atteint du cancer en fonction de la valeur de ce test négatif. Le souci, c'est que les valeurs prédictives sont influencées par la prévalence de la maladie dans la population qui a servi à faire les calculs. Ce qui veut dire que si j'évalue un test, sa valeur prédictive positive et négative, je suis dans une population qui est très distincte de ma population d'où vient le patient que je suis en train d'évaluer, bah, je peux surestimer ou sous-estimer son risque de maladie. C'est pour ça qu'on considère qu'il ne faut pas non plus utiliser trop facilement les valeurs prédictives, parce que souvent elles sont issues d'une population qui ne représente pas exactement la population auprès de laquelle on intervient. Si vous avez une pratique spécialisée, où vous voyez toujours la même population, toujours des footballeurs professionnels, ou toujours des personnes âgées de 70-80 ans, qui ont le même état de vie, même niveau social, même entourage, dans ces cas-là, vous pourriez utiliser des valeurs prédictives qui sont issues de populations très semblables. Et vous pourriez tout de suite estimer le risque que la personne soit malade en fonction de la valeur du test. Le souci, c'est que nous sommes rarement dans ce genre de situation. Nous avons souvent plus une pratique généraliste avec plus de variabilité. Du coup, il nous faut d'autres indices. Et donc, on va avoir une autre approche à partir des statistiques dites bayésiennes ou conditionnelles. En soins, ce qu'on veut faire, c'est de se dire, bah, l'information que je viens d'obtenir dans mon examen clinique, du test que j'ai réalisé, à quel point elle est plutôt en faveur d'une hypothèse plutôt que d'une autre. Le patient vient avec une douleur cotée à 6 sur 10 dans le bas du dos. Est-ce que cette information-là me fait plutôt penser au fait qu'il ait un cancer ou qu'il ait plutôt une hernie discale ou qu'il ait une crise d'hypoglycémie? C'est un peu caricatural, mais l'idée c'est ça, c'est de se dire en fait l'information est plutôt en faveur de quelle hypothèse? Bah ça, on peut le calculer avec la formule qui est en dessous, qui est un peu difficile à comprendre, on va prendre le temps de détailler, qui est en fin de compte la formule de Bayes, donc des statistiques conditionnelles, où on essaie de voir en fonction de nos a priori, des informations qu'on a, de la vraisemblance de ces informations-là, bah, comment je peux estimer la probabilité d'un modèle ou d'un autre pour expliquer la situation. Alors si on rentre dans le détail, pH0 sachant x, c'est comme ça que ça se lit, le pH0 bar x, c'est la probabilité de l'hypothèse H0 sachant les données. La probabilité que la personne ait une hernie discale en sachant qu'elle a une douleur lombaire. Quelle est cette probabilité-là? Bah, pour l'estimer, il faut que je prenne en considération la vraisemblance d'avoir une douleur lombaire sachant que j'ai une hernie discale. Donc c'est en violet le Px sachant H0. Probabilité d'avoir X là, pour notre cas, la douleur sachant que j'ai une hernie discale.
C'est ce qu'on appelle la vraisemblance de x en considérant H0. Et ça, on va aussi la mettre en lien avec PH0, donc c'est la probabilité a priori qui va nous dire en fait quelle est l'estimation du risque que la personne ait cette hernie discale, pour nous là dans l'exemple qu'on a. Donc il y a la probabilité du modèle H0 a priori. On a tous des a priori sur tout, hein, en fonction de là où on travaille, de nos expériences. Moi je sais que typiquement, en tant que kiné dans le champ musculo-squelettique, la probabilité qu'une personne vienne me consulter avec une infection de type malaria, bon, bah, un paludisme, ça n'a pas trop de sens. Donc, j'ai a priori une probabilité très faible. Alors qu'une personne qui viendrait me voir pour des douleurs de dos, je sais que c'est fréquent qu'il y ait des problèmes d'hernie discale, donc je sais estimer ça. Puis en plus, on a des données de la littérature sur les données épidémiologiques qui nous permettent d'estimer cet a priori. Et donc, on prend ces données-là, et puis on va prendre du coup le produit de la vraisemblance de x sachant à 0, donc de la douleur dans le dos quand on est hernie discale par la probabilité d'avoir une hernie discale. Et puis on va le remettre au dénominateur et on va l'additionner à tous ces produits pour toutes les autres hypothèses alternatives. Quelle est la probabilité que la personne ait mal au dos, sachant qu'elle a un cancer métastasé au niveau du rachis lombaire, multiplié par la probabilité d'avoir un métastase vertébrale au niveau lombaire. Puis je peux ajouter quelle est la probabilité d'avoir une douleur, sachant que j'ai un conflit disco-radiculaire multiplié par la probabilité d'avoir un conflit disco-radiculaire selon les données épidémiologiques. Donc ça, c'est l'intérêt qu'on a à faire de la littérature sur les données épidémiologiques, c'est qu'on nous permet d'avoir ces a priori-là. Donc ça, c'est ce qu'il faudrait que nous fassions avec dans notre raisonnement, avec nos tests. L'inconvénient, c'est que la recherche clinique, elle est rarement faite comme ça. Quand on va tester un test, on va juste le tester à sa capacité à dire la personne est malade ou non malade, pas elle a ça versus autre chose. C'est pour ça que probablement nos tests, on surestime un peu leur puissance, mais c'est le principe. Et comment est-ce qu'on va passer de ce modèle-là, de dire une hypothèse versus d'autres, qui est en fin de compte ce qui est beaucoup fait sur des algorithmes pour dire est-ce que c'est plutôt un chat ou un chien sur la photo. Nous, on va le simplifier pour dire ok, je vais tester deux modèles, le modèle malade versus l'alternative, le non malade. Alors pour passer à ça, on se dit l'information reçue est-elle plutôt en faveur du modèle personne malade versus le modèle personne non malade? Et je vais calculer ces deux choses. Quelle est la probabilité que la personne soit malade, sachant, là on prend l'exemple d'un test positif, sachant qu'elle a un test positif, je fais le calcul. Je mets au numérateur la vraisemblance d'avoir un test positif, sachant que je suis malade, multiplié par la probabilité de la maladie. Donc dans notre exemple, probabilité d'avoir une douleur au niveau lombaire, sachant que j'ai une hernie discale, multiplié par la probabilité d'avoir une hernie discale. Et je mets au dénominateur ce score-là, plus la probabilité d'avoir mal au dos quand je n'ai pas d'hernie discale, multiplié par la probabilité de ne pas avoir d'hernie discale. Je fais ça pour calculer la probabilité d'être malade sachant que j'ai un test positif, et je vais faire l'inverse, calculer la probabilité d'être non malade sachant que j'ai un test positif. Donc quelle probabilité que je n'ai pas d'hernie discale alors que j'ai mal au dos. Et on va faire ce calcul-là, et quand on va pouvoir du coup avoir ces deux quantités, on va pouvoir faire un ratio entre ces deux quantités-là qui va nous dire en fin de compte, le test, est-ce qu'il est plus souvent positif chez les personnes malades que chez les personnes non malades? Si oui, ça nous viendrait à nous dire que ce test positif tend à nous faire croire que la personne est malade parce que c'est plus fréquemment vrai que la personne soit malade quand elle a un test positif. Et comment on peut calculer ce ratio final? En fait, on peut s'appuyer sur deux choses. Le ratio de vraisemblance, où je fais le ratio de cette vraisemblance-là. La vraisemblance, on se rappelle, c'est la probabilité d'une donnée sachant un modèle. Donc pour nous, probabilité d'avoir un test positif sachant que je suis malade ou sachant que je suis non malade. Comme ça, je fais le ratio de ces deux vraisemblances. Et je vais les multiplier par l'odd, cote de la maladie, donc la probabilité que je sois malade sur la probabilité opposée, donc P de M+, sur P de M-. Comme là, on est sur un truc dichotomique, en fin de compte, on peut le simplifier en P de M+, probabilité d'être malade, sur probabilité de 1 moins M+. Donc, ce rapport initial, cette cote initiale, ce risque initial d'avoir la maladie, je le multiplie par la vraisemblance, le ratio de vraisemblance du test positif, et ça me permet d'estimer
quel est plutôt de ce ratio final, de dire plutôt malade ou non malade. Là, j'ai introduit la notion des ratios de vraisemblance. On distingue deux types de ratios de vraisemblance, évidemment. Quand on a un test positif et un test négatif, on a le ratio de vraisemblance positif pour dire combien le fait d'avoir un test positif est associé au fait d'être malade. Donc c'est ce qu'on a là, probabilité test positif sachant que je suis malade sur probabilité de test positif sachant que je suis non malade. Et comme on se souvient de ce qu'on a dit juste avant, P de T+, sachant M+, probabilité d'avoir un test positif sachant que je suis malade, vraisemblance de ça, c'est ce qu'on appelle la sensibilité. Et la probabilité d'être positif sachant que je suis non malade, c'est 1 moins la spécificité. Donc on voit que les ratios de vraisemblance, on va les calculer à partir d'une statistique qui est de deux statistiques très fréquentes, la sens et l'aspect des tests. Et ça va nous permettre de passer de quelque chose qui est non utilisable en pratique clinique à quelque chose qui est informatif en pratique clinique. Le pendant du ratio de vraisemblance positif, c'est évidemment le ratio de vraisemblance négatif, où on essaye cette fois de savoir combien le test Négatif. est plutôt en faveur du modèle malade ou non malade. Par convention, on s'intéressera toujours au risque d'être porteur de la maladie, parce que c'est le fait d'être considéré comme malade qui vient déclencher les soins, et donc on veut estimer le risque de conclure à tort que la personne soit non malade. Et donc le ratio de vraisemblance négatif, c'est la probabilité d'être, c'est le ratio entre la vraisemblance d'être probabilité d'avoir un test négatif sachant que je suis malade sur la vraisemblance d'avoir un test négatif quand je suis non malade. Et là, on retrouve de nouveau la spécificité en bas, probabilité de T- sachant M-, c'est la spécificité, et au-dessus, 1- sens. Donc c'est assez simple à retenir en fait. On prend la sensibilité et la spécificité, et on fait 1-, soit au numérateur, soit au dénominateur, pour calculer le ratio de vraisemblance positif ou négatif. Donc maintenant, nous avons compris que la sensibilité et la spécificité trouvent un intérêt clinique quand on passe par les ratios de vraisemblance. Maintenant qu'on sait calculer les ratios de vraisemblance et dire ok, le test va être plutôt intéressant ou pas, il va être informatif ou non, c'est ce à quoi sert le ratio de vraisemblance, comment on passe de notre a priori à une estimation du risque chez la personne avec ces ratios. Il y a deux façons de faire. On peut commencer par une méthode calculatoire qui est la mieux pour avoir un vrai test mais qu'on ne fait pas en pratique clinique, qui part de l'odd initial, ce qu'on a calculé tout à l'heure, si on reprend cette formule, notre odd initial, probabilité d'être malade sur probabilité d'être non malade, et on va calculer le load final, donc ce qu'on a vu juste avant, qui est le ratio de ressemblance fois ce rapport de cote. Et puis pour estimer la probabilité finale d'être malade, ce qu'on a là, la probabilité d'être malade au final, et on va faire le ratio odd final sur 1 plus odd final. L'autre approche, c'est de faire une approche avec le diagramme de Fagan, où on va relier la probabilité initiale au ratio de vraisemblance et lire la valeur. Donc, si on prend un exemple, l'approche calculatoire. J'ai une probabilité de pré-test d'avoir 40% de risque d'avoir la maladie. J'ai un test qui a une sensibilité de 76%, une spécificité de 94%. Je calcule un ratio de vraisemblance, 100 sur 1 moins P, qui vaut 12,7. Le ratio de vraisemblance négative vaut 0,25, 1 100 sur SP. Quand je calcule le load initial, j'ai 40 sur 0,6, 0,4 sur 1 moins 0,4, donc 0,4 sur 0,6, 4 sur 6. Ça me fait 2 tiers. Je vais le multiplier par le ratio de vraisemblance qui m'intéresse. Comment est-ce que je choisis le ratio de vraisemblance, positif ou négatif? Ça dépend. Est-ce que la personne a un test positif ou un test négatif? La personne a un test positif, je prends le ratio de vraisemblance et je multiplie l'odd initial par le ratio de vraisemblance du test positif. La personne aurait eu un test négatif, j'aurais fait avec le ratio de vraisemblance négatif. Donc si la personne a un test positif, je peux calculer qu'elle a 90% de chance, selon l'information fournie par le test, qu'elle soit malade. Donc ce test est extrêmement informatif. Je passe d'un risque de 40% à estimé à 90%. Donc ça serait assez fort. Et s'il avait été négatif, j'aurais aussi fortement baissé la probabilité estimée qu'elle soit porteuse de maladie. Je serais passé de 40% à moins de 15%. Donc on voit qu'on peut, comme ça, à partir de la sens et de l'aspect, et de la probabilité initiale, la prévalence, calculer un risque individuel pour la personne. Et donc ça, c'est intéressant et pratique en clinique. Est-ce qu'on fait toujours ce calcul-là? Non, a priori, pas trop. Si on a des difficultés à faire le calcul, on peut utiliser ce qu'on appelle le nomogramme de Fagan, comme je vous le disais. Sur le nomogramme de Fagan, qui est en fait un outil graphique pour faire le calcul, on a à gauche la probabilité initiale, le pré-test d'avoir la maladie.
En haut, très faible probabilité, en bas, très forte probabilité, 99% et 0,1%. Au milieu, les ratios de vraisemblance, qui vont de 0,001 à 1000, en sachant qu'un ratio de vraisemblance positif, logiquement, il va tendre vers plus l'infini, et un ratio de vraisemblance négatif va tendre vers 0. Et comment je fais? Je prends 40%, le ratio estimé à 12, je passe au-dessus du 10 et j'arrive bien vers 90. Si j'avais eu un test négatif, je serais parti de 40, le test a un ratio de vraisemblance négatif à 0,25, je serais passé autour de 0,2 et j'estime bien moins de 10%, un peu plus de 10% le risque d'être malade. Donc ça, c'est des choses simples. Le calcul peut se faire, le plus simple, c'est de le rentrer dans un Excel pour ne pas le refaire à la main, ou d'utiliser le nomogramme de Fagan. L'intérêt, c'est pas de le faire avec le patient en général, hein. L'idée, c'est quand on lit un article qui nous semble de bonne qualité, où on a confiance dans les résultats, je peux, à partir de l'article, dire, ok, le test va-t-il être informatif? Et bon, prochaine fois que ma personne a un test positif, j'aurai telle probabilité ou telle autre probabilité estimée que la personne soit malade. Et je retiens le résultat final et je fais ce travail-là en dehors de la consultation. L'intérêt de la représentation graphique, vous voyez, c'est que plus le test va être informatif, plus on va avoir d'écart entre les droites. Plus l'angle est grand, obtus, plus ça voudra dire que le test est très informatif et qui distingue bien les personnes malades de non malades. Un test peu informatif aurait au contraire des droites très proches et un angle très fermé, qui dit, en fin de compte, l'information qu'il donne ne nous aide pas fortement à trancher en faveur d'un modèle malade ou d'un modèle non malade. Ça, cette quantification graphique, on peut aussi le faire à la main en faisant le calcul des diagnostic odds ratio, donc le rapport entre ratio de ressemblance positif et ratio de ressemblance négatif qui quantifie cet angle. Comment choisir un test clinique? Première chose, on n'utilise pas les données de sens et de SPE de façon brute. Donc, parfois, vous allez rencontrer des personnes qui vous disent apprends l'acronyme SPIN et SNOUT. SPIN pour si test spécifique positif, j'inclus la personne, je roll in, j'inclus. Donc ça voudrait dire que si le test était très spécifique, avec une spécificité qui tend vers 100%, et que ce test-là était positif, ça voudrait dire que la personne soit porteuse de la maladie. Ce qui n'est pas très cohérent, parce que vous voyez bien que maintenant que vous l'avez en tête, la spécificité s'intéresse et quantifie le fait d'avoir un test négatif quand je suis non malade, ne donne aucune information sur le fait d'être malade. Et à l'inverse, on disait aussi le SNOUT, une sensibilité négative roll out, qui voulait dire que quand j'avais un test qui était très sensible, s'il était négatif, je roll out la pathologie. Ce qui n'a pas trop de sens, que la sensibilité ne dit rien sur la probabilité d'être non malade. Ne s'appuie pas dessus. Donc on va éviter ces choses-là qui sont des faux amis. On va plutôt utiliser ce qu'on disait juste avant, le diagnostic odds ratio, qui quantifie combien le test sépare efficacement les malades des non malades. Normalement, un test qui a une bonne qualité de diagnostic aura un ratio de ressemblance qui est positif, qui tend vers plus l'infini, et un ratio de ressemblance négatif qui tend vers 0. Donc un diagnostic odds ratio qui tendra très fortement vers plus l'infini. Et donc, graphiquement, on disait que ça va faire un angle très important. Donc, plus l'angle est important sur le diagramme de Fagan, mieux c'est, ou sinon je calcule le diagnostic odds ratio. Une autre approche que les ratios de ressemblance brutes, ça peut être l'approche par déciband, qui est une transformation logarithmique en base 10 du ratio de ressemblance. Enfin, dans n'importe quel logarithme, en fait, on peut venir. L'intérêt, c'est que quand vous passez sur du logarithme, les produits se transforment en addition, donc c'est un peu plus facile. Et surtout, l'écart sur l'échelle logarithmique est constant. Alors que sur l'échelle des ratios de vraisemblance, l'écart n'est pas constant. Passer de ratio de vraisemblance 1 à 2, c'est pas le même écart que passer de ratio de vraisemblance 2 à 3. Il ne faut pas la même quantité d'informations, il ne faut pas la même qualité. Alors pour passer du déciband 1 au déciband 2, il faut le même écart et la même amélioration que pour passer du déciband 3 à 4. Donc c'est un peu mieux, mais c'est rarement utilisé, c'est la plus façon culture générale malheureusement actuellement. Donc voilà, on a fait un petit survol d'approche statistique, comment on peut quantifier la qualité de validité de critères concourants d'un test clinique. On a vu l'intérêt des sensibilités, des spécificités, des valeurs prédictives positives et comment on peut
à partir de 100 CSP, calculer des ratios de vraisemblance et en s'appuyant sur les statistiques bayésiennes, pouvoir faire une estimation individuelle des risques d'être malade. On a aussi vu certaines limites actuelles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à une de ces adresses mail. Et sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.